Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire. Aujourd'hui, nous explorerons la réalité des fonds responsables. Après la crise du Covid-19, l'investissement responsable semblait en plein essor, porté par une prise de conscience accrue sur les thématiques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Cependant, ces tendances semblent suggérer que cet engouement pourrait être en léger déclin. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir deux experts de Dorval Asset Management et de Sycomore Asset Management, deux acteurs majeurs dans le domaine de l'investissement responsable en France. Bonjour Laurent, bonjour Lassine. Ensemble, nous allons donc examiner les défis actuels, les impacts des crises récentes et les critiques auxquelles fait face l'investissement responsable. Nous discuterons également des réglementations qui influencent ce secteur et des stratégies d'adaptation des fonds responsables dans un marché en constante évolution. Ce webinaire sera l'occasion d'approfondir vos connaissances en matière de critères de ESG, de certification et de méthodes de suivi de performance ESG des entreprises. Nos intervenants partageront leurs expériences, perspectives et convictions, offrant une vision claire et informée sur la thématique et l'investissement responsable. Nous tenterons de répondre à la question « Peut-on vraiment investir responsable et aller chercher de la performance ?» Aujourd'hui, pour nous accompagner, nous serons avec Laurent Trullès, gérant analyste financier et coordinateur de l'investissement chez Dorval Asset Management, qui est une filiale de Natixis. Dorval Asset Management rassemble 24 experts dans la gestion d'actifs engagés. Et Monsieur Laszlo Bagné, responsable des relations investisseurs chez Sycomore Asset Management, qui est une société de gestion française de conviction et un acteur de référence dans l'investissement responsable. Je vous rappelle que vous pourrez poser toutes les questions en fin de webinaire. Maintenant, messieurs, entrons dans le vif du sujet. Après la crise du Covid-19, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait en effet un certain attrait pour l'investissement responsable. Il semblerait que cet attrait soit en déclin. Qu'en pensez-vous, messieurs? C'est vrai que lors de la crise du Covid, on a vu un vrai engouement sur les fonds extra-financiers pour des raisons déjà de performance, on va pas se mentir, et le déclin est aussi lié à des enjeux de performance. Première raison, c'est que pendant le Covid, malgré la crise qu'on a connue sanitaire, les banques centrales ont été justement très favorables et ont fortement baissé leurs taux qui étaient déjà dans des territoires négatifs, qui a permis de booster l'économie. Donc, on a connu des très belles performances sur des fonds, notamment actions, et d'autant plus sur une thématique qui est la thématique de l'environnement ou des thématiques qu'on appelait à l'époque stay at home, donc souvent liées à la technologie. Et donc, c'est des secteurs qui sont très liés à l'environnement de taux. Donc, comme je le disais, en 2020-2021, les taux étaient plutôt à des niveaux en territoire négatif. Ces taux-là, avec l'inflation et la reprise de l'inflation fin 2021, ont fortement augmenté. Et ça a été exacerbé avec le conflit en Ukraine en 2022, ce qui fait que ce sont des thématiques qui ont majoritairement souffert, notamment la thématique environnementale, en 2022 et 2021. Malgré ça, donc voilà, on reste convaincu que c'est des thématiques qui ont apporté de la performance, ce sont des thématiques séculaires et d'avenir, mais évidemment, là, récemment, depuis le Covid, il y a eu cette petite contre-perf liée à cet impact lié au taux. Oui, bonjour à tous. Merci Maxime de m'avoir invité. Et pour répondre à cette question, je ne crois absolument pas au fait que l'investissement ait perdu de son intérêt et je dirais même au contraire. Si on regarde les différents événements que Laszlo a rappelés, effectivement, ils sont plutôt d'ordre macroéconomique, que ce soit la hausse des taux ou que ce soit les problèmes liés au monde post-Covid. Et ces éléments n'ont pas nui à la performance opérationnelle des entreprises qui ont continué à croître et à se développer et qui, c'est une statistique assez intéressante, si on prend un peu de hauteur et de perspective, si on regarde les performances sur 5 ans et plus, qui est en général l'horizon d'investissement des investisseurs sur les actions préconisées, on se rend compte que les champions de l'investissement responsable ont réalisé une performance qui est supérieure aux grands indices. Et ce, malgré les dernières années qui ont été particulièrement difficiles. Ensuite, je pense qu'on est passé d'une phase de démocratisation de l'ESG où tous les investisseurs cherchaient une façon plus ou moins réussie d'intégrer des critères ESG à leur gestion et à leurs investissements, à une phase aujourd'hui beaucoup plus mature de sélectivité de l'ESG. Et en fait, cette phase de sélectivité de l'ESG, elle est permise, comme vous l'avez rappelé en introduction, par une prise de conscience qui est aujourd'hui bien installée dans l'esprit des investisseurs. Et c'est cette phase qui permet aujourd'hui d'avoir une compréhension et une exigence beaucoup plus forte qu'il y a quelques années et qui permet par ailleurs de renforcer les exigences, que ce soit des régulateurs, des labels ou des investisseurs.
Donc, vous l'avez dit, je vais revenir dessus, sur le fait que l'ESG a fait mieux que la plupart des grands indices. Mais quel a été l'impact des crises récentes qu'on vient de vivre sur l'investissement responsable? Oui, tout à fait. D'abord, un élément qui est frappant, c'est le nombre important de crises récentes en l'espace de quelques années, de très peu de temps, que ce soit la crise sanitaire et le Covid, avec les pénuries de masques ou les différents événements liés au confinement et au déconfinement, ou encore les différentes guerres, que ce soit en Ukraine ou actuellement en Israël, avec la nécessité de participer à cet effort de guerre, ou également les problèmes de pénurie dans un monde post-Covid. On a tous été confrontés à des pénuries sur des biens de base, les médicaments, les biens de consommation courante. Et en fait, tous ces événements ont un point commun, c'est celui d'avoir montré les faiblesses et les points d'amélioration de l'Europe en matière à la fois de souveraineté, en matière de sécurité énergétique et en matière également de disposer de chaînes de valeur sur notre sol pour répondre à nos besoins dans un contexte de décarbonation. Et je pense que tous ces événements et la réaction politique qui s'en est suivie ont renforcé la visibilité de long terme de ces secteurs iconiques de l'investissement responsable. Mais maintenant, il faut être conscient d'une chose, ces différents plans mettent évidemment du temps à se retranscrire dans les bénéfices, la croissance des bénéfices de ces entreprises et par conséquent dans leur performance boursière. Toute cette réindustrialisation du tissu financier européen va mettre du long terme. Certaines critiques affirment que l'investissement responsable n'est qu'un effet de mode. Alors, c'est un effet de mode ou pas? Alors non, ce n'est pas un effet de mode, en tout cas pas pour des acteurs de conviction comme Dorval ou Sycomore, pour une raison évidente, c'est que pour nous, l'investissement responsable, ça se fait au travers d'une analyse extra-financière. Et en fait, cette analyse extra-financière, c'est un outil complémentaire à l'analyse financière qui est présente évidemment dans l'analyse de toutes les valeurs qu'on a en portefeuille et qu'on suit dans nos indices et nos analyses, enfin, nos outils d'analyse. Et cette analyse permet en fait d'aller identifier des risques et des opportunités qui ne sont pas palpables dans des comptes de résultats ou des bilans. Je m'explique. Typiquement, on a des exemples concrets de controverses qu'il y a eu récemment. Je vais prendre un cas d'école qui est Wirecard. En 2016, il y avait plusieurs rapports, quelques articles, par exemple du Financial Times ou du New York Times, qui affichaient des problématiques de comptabilité, de transparence chez eux. Certains acteurs ont fait fi de ces éléments d'alerte. D'autres, comme par exemple Sycomore, on a pris les devants en décidant d'exclure cette valeur parce qu'on ne comprenait pas, avec les engagements qu'on prenait avec la société, d'avoir plus d'informations, plus de reporting. Ben, on n'avait pas d'éléments de réponse et donc on s'est exclu cette valeur-là, par exemple, de nos portefeuilles ISR. Certes, entre 2016 et 2020, la Wirecard a connu un parcours boursier extraordinaire, donc beaucoup nous faisaient le reproche, vous voyez, l'ISR détruit de la valeur, sauf qu'en 2020, la société a fait faillite. Alors, est-ce qu'on avait peut-être raison trop tôt? Néanmoins, l'idée de cette analyse extra-financière, c'est pas forcément de dire ce que vous faites, c'est bien ou pas bien, c'est d'aller identifier des risques qu'on ne veut pas faire porter à nos investisseurs. C'est en fait d'aller réduire le risque de certains de nos portefeuilles pour les porteurs que vous êtes, mais également aussi d'aller identifier des thématiques d'avenir, comme l'environnement, la technologie responsable, etc., etc. Et donc, finalement, pour nous, non, ce n'est pas un effet de mode, puisque c'est indépendamment de la recherche financière, on est obligé de faire une analyse extra-financière, que ce soit sur la gouvernance, l'environnement ou le climat social. Donc, si je comprends bien, l'analyse ESG permet de limiter les scandales extra-financiers et donc de réduire le risque pour l'investisseur, mais l'aspect réglementaire aussi a un impact fort sur les performances de l'ESG aujourd'hui. Comment les réglementations européennes actuelles et à venir vont impacter les performances des fonds ESG? Oui, d'abord, il y a une réalité, c'est que d'ores et déjà, les réglementations, et particulièrement en Europe, ont un impact sur la viabilité de l'investissement responsable. Pour l'illustrer, je pense que c'est le plus important, c'est de prendre l'exemple de l'automobile. C'est un secteur où la réglementation, et particulièrement la réglementation européenne, a joué un rôle important dans l'évolution du modèle d'affaires de ces entreprises, avec une migration rapide de leur modèle d'affaires vers les véhicules électriques. Et ça, je pense que c'est l'illustration que le dispositif réglementaire est clairement un des outils à la disposition de l'ordre. Maintenant, pourquoi on pense que cette réglementation ne va faire que s'accélérer? Tout simplement parce que l'Europe a une ambition. Cette ambition, elle est forte, c'est celle de devenir le premier continent neutre en carbone d'ici 2050. Et c'est là où la réglementation, aux côtés d'autres dispositifs, joue un rôle. Maintenant, il y a d'autres réglementations qui sont en cours, qui ne sont pas toutes parfaites, mais qui sont
qui ont le mérite d'exister et d'être en constante évolution. Et je pense que la plus illustrative, c'est celle de mécanismes de taxe carbone aux frontières, qui a le mérite de mobiliser les consommateurs européens que nous sommes, de redonner de la compétitivité aux entreprises européennes et également de muscler le rapport de force que nous pouvons avoir avec les partenaires commerciaux de l'Europe dans la trajectoire de décarbonation européenne et mondiale. Donc, la réglementation européenne favorise l'ESG, mais ça impose aussi certaines contraintes, forcément. Les fonds responsables, comment ils s'adaptent à ces défis actuels pour aller chercher de la performance? Oui, alors je pense pour bien répondre à cette question, je pense qu'il faut bien définir ce qu'on entend par les défis actuels du marché, ils peuvent être nombreux, et je pense qu'il faut également bien définir ce qu'on entend par les fonds responsables. Je pense qu'il y a 3 principaux défis actuellement dans l'état actuel du marché. Le premier reste d'actualité, de toutes les actualités, c'est de délivrer de la performance à nos porteurs, aux gens qui nous font confiance, dans un environnement de ces dernières années qui, on l'a rappelé, n'a pas été le plus prévisible et le plus visible qu'il soit. Que ce soit les guerres, le Covid ou les différentes guerres qui ont effectivement rendu le travail de prévision et des économistes particulièrement difficile. Maintenant, le second, c'est de ne pas céder non plus à l'ultra-concentration des investisseurs qui, dans ce monde et cet environnement peu visible, ont cherché de la visibilité et parfois à n'importe quel prix. Et le troisième défi qui fait écho à ce que j'évoquais à l'instant, c'est de rester ultra vigilant sur la qualité des fondamentaux des entreprises sur lesquelles nous sommes investis, notamment dans un contexte de taux plus élevés. Et ça, je pense que c'est ce qui fait la différence entre les différents fonds responsables, que ce soit des fonds thématiques ou que ce soit des fonds d'intégration ESG de manière plus générale, où en fait, ces différents éléments expliquent au moins en partie les écarts de performance qu'il peut y avoir entre les différents fonds d'une même catégorie ou d'une même typologie d'investissement. Et si je prends par exemple l'exemple du fonds que je gère, Dorval European Climate Initiative, c'est clairement un facteur qui explique la surperformance du fonds par rapport à sa catégorie depuis la création, en allant en fait exploiter toute la richesse et la profondeur que l'on a sur des secteurs comme l'éco-construction, l'industrie éco-efficiente, l'économie circulaire. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on a parlé performance financière, mais il existe aussi des labels et des certifications. Donc, mettons les pieds dans le plat, si on parle de greenwashing. Pouvez-vous expliquer ces certifications et ces labels existants et en quoi ils garantissent une réelle crédibilité ESG des fonds? Alors, c'est vrai que garantie, c'est un mot un peu fort pour les labels parce que c'est vrai que, notamment d'ailleurs pour le label ISR français, il y avait quelques réticences de beaucoup d'acteurs qui disaient que finalement le label français était peu sélectif puisque à l'époque, ça a changé dans cette année d'ailleurs, donc je vais parler un peu de l'évolution, mais à l'époque, il ne fallait pour être ISR qu'une sélectivité d'exclure de 80% de son univers. Et donc, finalement, c'était assez peu, d'autant plus que l'univers de départ, c'était à la discrétion de l'asset manager. Aujourd'hui, de par les critiques qui ont été mises, et donc ce label ISR a évolué donc depuis mars de cette année, et la mise en application va jusqu'à janvier de l'année prochaine. Et donc, cette sélectivité déjà passe de 20 à 30%, donc un peu plus de sélectivité, et surtout, l'univers de base et d'origine qu'on prend n'est plus à la discrétion. On ne peut plus prendre un MSCI World pour un fonds Europe. Il faut prendre un indice européen, typiquement. Voilà, donc il y a des choses qui sont plus concrètes. Un autre aspect aussi qu'il n'y avait pas dans le label ISR français, comme on lui faisait le reproche, c'était peut-être la France, le seul pays qui n'avait pas décrété d'activité ou d'exclusion. Et donc, elle a inclus dans son nouveau label ISR une exclusion sur tout ce qui va être la propagation de nouveaux sites de production dans la partie énergie fossile. Donc, malheureusement, je vais mettre les pieds dans le plat. Aujourd'hui, Total ne passe pas les filtres ISR français puisqu'elle ne fait encore de l'extraction de nouveaux points de sites. Peut-être que demain, s'il décide d'arrêter de mettre en place des nouveaux sites de production, d'extraction de pétrole ou de gaz, pourra à nouveau passer les filtres du label français. Donc, et enfin, dernier point qu'il n'y avait pas dans le label, enfin, qu'on avait très peu dans le label français, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi une exigence de participer au vote des assemblées générales. Aujourd'hui, typiquement, un fonds labellisé ISR français doit participer à au moins 90% des assemblées générales en France et 70% des assemblées générales en Europe. Il y a aussi des besoins de reporting sur la partie engagement et controverse. Mais bon, je limite un peu tous les besoins. Et il y a un deuxième label qui est très important en France, qui est sûrement le label le plus exigeant sur la partie environnementale, en tout cas en Europe, mais je pense aussi dans la partie mondiale, c'est le label Greenfin, qui est très très exigeant, qui a un comité de validation qui se fait tous les ans,
qui est aujourd'hui établi. Ça fait maintenant pareil, comme le label ISR français, il date de 2016. Il y a très peu de fonds qui l'ont, mais en tout cas, quand on a un fonds qui est estampillé Greenfin, on peut être sûr que c'est un fonds qui va vraiment aller sur la transition écologique et énergétique. Et enfin, il y a une classification dont beaucoup d'entre vous ont entendu parler très récemment, ça date de 2020 avec mise en application 2021, c'est la classification SFDR. Il y a 3 articles dans la classification SFDR, article 6, article 8 et article 9. Article 6, c'est finalement les fonds qui ont peu ou pas du tout de préoccupations extra-financières et finalement, ils n'ont pas besoin de faire de reporting ou d'analyse extra-financière. Ça, c'est l'article 6. Ensuite, on a les articles 8 qui, là, vont avoir une intégration et des principes extra-financiers. Alors, ça va de 0 à 99%. Ce qui va être important dans ces fonds-là, article 8, ça va être de regarder justement le taux de durabilité minimum exigé ou que s'impose la société de gestion ou le fonds dans lequel on investit. Et enfin, article 9, l'article plus exigeant, où il faut 100% de sociétés dites durables. Donc là, ça va dépendre de la définition d'investissement durable que chaque société a choisi. Merci pour cette clarification. Du coup, vous, vos sociétés investissent particulièrement dans le ESG. Comment vous évaluez et suivez la performance ESG des entreprises dans lesquelles vous investissez? Alors, en effet, c'est une très bonne question. Il y a, je pense, un modèle d'analyse extra-financière par société de gestion, puisque c'est une analyse très qualitative, avec des appréciations très différentes. Néanmoins, chez Sycomore, on a mis en place dans notre modèle d'analyse un modèle qui s'appelle SPICE. Alors, c'est pas ESG au proprement parler, puisque c'est SPICE ne veut rien dire ESG. SPICE, c'est l'acronyme pour représenter en fait les parties prenantes d'une société. Donc S, suppliers, ça va être les fournisseurs. P, people, les collaborateurs. I, investors, les actionnaires, notamment les actionnaires minoritaires. C, clients, et E, environnement. Donc, vous comprenez assez aisément. Le E de ESG va se trouver dans le pilier E, environnement. Le G de gouvernance va être dans le pilier investors, gouvernance, management, matrix SWOT. Et la partie S, sociale, va se trouver pondérée entre le fournisseur, client et collaborateur. Et en fait, on va donner une note dans ce modèle qui va nous permettre de cibler un peu les meilleurs acteurs en fonction de leur écosystème, mais surtout d'identifier peut-être des risques. Parce qu'un acteur peut être très bien noté en moyenne, d'avoir une note par exemple de, 4 sur 5, mais peut-être que son pilier people va être à 1 sur 5. Et parfois, on le sait, une crise d'un climat social très négatif peut amener à des grèves qui peuvent amener à des coûts de résultats, des coûts dans les bilans très significatifs. Donc voilà, ça nous permet en fait de vraiment axer en fonction des piliers aussi peut-être des risques ou des opportunités et de le répercuter aussi sur la valorisation qu'on va attribuer à une société. Très bien. Et vous? Oui, nous, on a également beaucoup travaillé et on continue de beaucoup investir également sur notre méthodologie propriétaire de notation qui s'appelle Drivers. La particularité de cette méthodologie, c'est qu'elle place la gouvernance au cœur de sa notation, parce qu'on est convaincu que c'est les transformations importantes, qu'elles soient environnementales ou sociétales, passent avant tout par la mobilisation et l'implication des dirigeants. Et c'est cette implication qu'on va par ailleurs challenger lorsqu'on rencontre des dirigeants des entreprises. De plus, il y a de nombreuses études qui ont montré le lien important entre le facteur de gouvernance et la performance financière. Maintenant, si je reviens un peu sur le meilleur moyen de se rendre compte de la performance ESG des entreprises, c'est de les rencontrer tout simplement. Et pour l'illustrer, si je prends l'exemple de ce qu'on fait chez Dorval, sur le fonds Dorval European Climate Initiative, mon co-gérant et moi-même en 2023, c'est près de 200 rendez-vous réalisés avec les dirigeants des entreprises pour échanger à la fois sur les aspects financiers et extra-financiers, s'assurer de l'adéquation des entreprises avec notre propre philosophie d'investissement. Et c'est également l'occasion de retranscrire nos attentes en tant qu'investisseurs, pointer les axes d'amélioration, il y en a toujours, et également de refléter ce qu'on peut attendre et les attentes qu'on s'applique également à nous-mêmes. Parce que spécificité de notre fonds et de ce qu'on fait, c'est un fonds qui est géré depuis sa création en cohérence avec une trajectoire de température cohérente avec l'accord de Paris. Donc, vous proposez tous les deux des fonds responsables avec des modèles ESG. Parlez-nous chacun de vos fonds. Oui, alors je vais commencer par vous parler du fonds Dorval European Climate Initiative que je gère. C'est un fonds qu'on a lancé fin 2021, qui est éligible au PEA, qui bénéficie de la double labellisation ISR et Greenfin. Il faut savoir, comme Laszlo l'a dit, que c'est un label extrêmement exigeant et il y a moins de 10 fonds actions aujourd'hui sur la place qui bénéficient de cette double labellisation. C'est dire le niveau d'exigence qui est attendu.
De plus, c'est un fonds qui a été structuré autour d'une gestion fondamentale de conviction qui tente de concilier, voire de réconcilier les approches financières et extra-financières en combinant analyse macroéconomique et microéconomique, analyse financière et extra-financière. C'est un fonds qui a également été récompensé et salué à plusieurs reprises, notamment lors des trophées de la finance responsable, où le fonds a obtenu la première place dans la catégorie action impact environnemental. Au niveau de la performance, parce que c'est le sujet de l'événement d'aujourd'hui, je pense que c'est un fonds qui intéressera les personnes qui se connectent aujourd'hui et qui se demandent comment on peut investir vraiment responsable tout en générant de la performance, puisqu'en 2023, c'est un fonds qui génère une performance de près de 13% sur la part R et qui, en ce début d'année 2024, est déjà une performance supérieure à 9%. Et enfin, et c'est également un point important de ce fonds, c'est un fonds qui s'est engagé et qui reverse dès à présent 10% des frais de gestion à la fondation EPIC, qui œuvre à la protection de l'enfance, de la jeunesse et de l'environnement. Et donc, nous, on a un fonds qui est complémentaire à la thématique environnementale. C'est un fonds qui s'appelle Sycomore Sustainable Tech, qui est sur la technologie responsable. Alors, comme son nom l'indique, c'est un fonds d'action global, principalement aujourd'hui investi aux États-Unis, qui est à la fois ISR, label ISR, et SFDR 9. C'est un des rares fonds sur la technologie à avoir le SFDR 9, l'article 9. Donc, on est convaincu qu'on peut faire de la technologie, mais de façon responsable. Puisqu'aujourd'hui, on le voit bien, la digitalisation de l'économie, c'est une tendance séculaire, c'est en plein essor. On le voit d'ailleurs avec l'émergence de l'intelligence artificielle, mais pas que. Et donc, c'est une thématique où il est très important d'investir, mais aussi d'investir de façon responsable. Et donc, on est convaincu que c'est une thématique d'avenir, porteuse, et qui va se faire sur de multiples secteurs. Et donc, typiquement, l'année dernière, le fonds a enregistré une très bonne performance. D'ailleurs, le fonds a été, lancé en septembre 2020, mais après une année 2022 où, comme je le disais, avec les taux, on a connu peut-être la plus grande récession sur le secteur de la technologie depuis la crise financière. Finalement, on a eu une bouffée d'air en 2023 et 2024. L'année dernière, le fonds a enregistré près de 41% par R, donc ce qui est une très, très belle performance. Malgré ça, on n'avait pas, sur les 7 magnifiques, qu'on appelle les 7 magnifiques dans la technologie, on n'en avait que 2 sur les 7. Pourquoi? Parce que beaucoup, pour des raisons de controverses ou des sujets ISR, ne passent pas nos filtres. Et donc, on n'en a que 2, Microsoft et Nvidia. Nvidia, on est très content. On en avait beaucoup au portefeuille juste avant que ça explose l'année dernière en mai. On en a encore une forte conviction sur la partie intelligence artificielle. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que finalement, le fonds fait déjà encore 20% depuis le début de l'année. Est-ce que c'est encore le moment d'investir? Et nous, notre conviction est de vous répondre oui, c'est encore le moment d'investir parce qu'on est dans un début de cycle. En 2022, il y avait des découpes dans les dépenses budgétaires dans la technologie. Finalement, l'année dernière, c'était un peu une remise à niveau sur ce qui s'était fait avant 2022, mais avec des résultats bien supérieurs. Et aujourd'hui, avec des résultats bien supérieurs et une forte croissance. Et ça ne se fera pas que via Nvidia ou Microsoft, ça sera surtout tout l'environnement qu'il y a autour, que ce soit les data centers écologiques, mais aussi tout ce qui va être lié aux puces de mémoire. Voilà, il y a plein de secteurs. La cybersécurité, ce sont des sujets cœur qu'on a au quotidien et qui sont pour nous clés sur les sujets où il faut investir. Et donc, on est très convaincus qu'il faut encore, malgré les bonnes performances de fin d'année dernière et de ce début d'année, que c'est encore une thématique où on n'est pas encore en bulle et qu'il y a encore de l'avenir. Merci, messieurs. Maintenant, nous allons passer à vos questions. Alors, peut-être une première question pour commencer. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos attentes par rapport au fonds de transition énergétique? Pour moi, je suis pas sûr d'avoir bien compris les attentes, la façon d'interpréter la question. Mais ce qui est important, et je pense que pour prolonger la question, c'est un fonds qu'on a imaginé, conçu, mis en place et qu'on gère aujourd'hui avec mon co-gérant Tristan Fabar, avec les attentes que nous, on avait en tant qu'épargne. Et en fait, les différentes caractéristiques du fonds, c'est celles qu'on a mises en œuvre les attentes qu'on pensait être les plus nombreuses des épargnants. Ces attentes sont multiples. C'est d'abord de soutenir réellement la transition écologique. Et je pense qu'en ce sens, le label Greenfin et les activités scientifiquement éprouvées comme ayant un impact positif étaient un gage de confiance important. C'est également une gestion qui se veut décarboner nos investissements. Il faut savoir que l'impact que nos investissements, notre épargne, peut avoir un impact carbone aussi important que ce que nous consommons, ce que nous achetons, etc. Donc, c'est un levier important de notre propre décarbonation.
Donc ça, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, comme je le disais, on a inscrit la gestion de ce fonds en cohérence avec l'accord de Paris. Et enfin, ça reste un investissement qui a vocation à générer de la performance pour les porteurs. Et donc, c'est ce triptyque qu'on a retranscrit dans la gestion de ce fonds et qui, je l'espère, répondra aux attentes les plus importantes des investisseurs et des épargnants. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets d'entreprises qui ont amélioré leur performance ESG grâce à vos investissements? Il faut comprendre que nos investissements servent à avoir un dialogue en fait avec les managements. Et donc typiquement, comme l'a expliqué Laurent, on rencontre ces managements au quotidien, à la fois sur les aspects financiers et extra-financiers. Et donc parfois, quand on les échange, qu'on les confronte et qu'on leur explique que dans nos modèles, il y a quelques lacunes sur certains aspects, notamment humains, collaborateurs ou justement sur la partie environnementale dans leurs dépenses. On échange avec eux, on essaie de faire en sorte qu'ils aient les meilleures démarches possibles et après on prend avec eux, s'ils le souhaitent, on fait des démarches d'engagement avec des objectifs concrets et sur lesquels ils s'appliquent à essayer de les mettre en œuvre avec un horizon aussi qu'ils puissent respecter. Et donc tout l'enjeu, c'est au travers des investissements, qu'on s'assure qu'eux aient des démarches en amélioration et en forte progression. Évidemment, toutes les sociétés ne répondent pas favorablement. Certaines nous disent vous êtes gentils, mais on a autre chose à faire. Et puis d'autres qui nous disent vous avez raison, c'est intéressant, ça peut être pertinent dans notre modèle à nous aussi, dans notre conviction. Et donc voilà, tout ça, c'est vraiment du cas par cas. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, beaucoup de sociétés répondent favorablement à ces demandes d'engagement. Je vais donner un exemple inverse. Typiquement, alors sur le fonds Sustainable Tech, on n'a pas de Netflix pour des raisons d'addiction aux écrans. Et donc, on a voulu mettre en place avec eux, justement, une démarche d'engagement. À une époque, sur Netflix, vous le savez tous, vous passez quand on regarde une série, il fallait cliquer sur regarder l'épisode suivant. Aujourd'hui, maintenant, c'est à peine 3 secondes et vous passez à l'épisode suivant. Et on leur a demandé pourquoi ne pas revenir sur l'ancien modèle ou finalement, ou un petit disclaimer pour finalement éviter d'avoir trop de temps d'écran. Ils ont gentiment répondu, botte en touche, merci, au revoir. Bon, typiquement, voilà, c'est ce genre de société dans laquelle on n'investit pas, puisqu'on n'a pas de démarche favorable et d'évolution qui vont dans notre sens, dans le sens d'ailleurs de l'utilisateur et de l'investisseur. Merci beaucoup. Alors, une petite question sur les coûts. Est-ce qu'il y a une différence de coût entre investir dans un fonds responsable ou un fonds traditionnel, par rapport à un fonds traditionnel? Alors, non. Parce que justement, en fait, l'analyse extra-financière, comme je l'expliquais pour Dorval comme pour Sycomore, c'est quelque chose qu'on fait naturellement. C'est une chose qu'on a en conviction. On a certes développé des équipes annexes qui s'appellent les équipes d'analyse extra-financière. Néanmoins, elles sont pleinement intégrées dans la sélection et dans la gestion. Et donc, non, il n'y a pas de différence de coût. On ne va pas surcharger nos fonds. Je pense d'ailleurs personne dans l'industrie, pour pas que je sache. J'espère pas d'ailleurs. Donc non, il n'y a pas de. Ça, c'est faux. Enfin, en tout cas, si quelqu'un vous a dit c'est plus cher, c'est une idée reçue. C'est une idée reçue, c'est faux. C'est pas du tout le cas. Et donc, je pense que je parle sous couvert de Laurent, mais que c'est pas le cas pour personne. En tout cas, pas chez nous. Merci beaucoup. Alors, on dit souvent à nos clients qu'il faut diversifier. Est-ce que c'est possible de diversifier, mais tout en investissant que responsable? Clairement, la réponse est oui. Et je l'ai évoqué avec les différentes thématiques que l'on aborde, typiquement sur le fonds Dorval European Climate Initiative, mais c'est vrai de tous les fonds labellisés Greenfin. Il y a 8 grands secteurs, 8 grandes thématiques d'investissement. Ça peut être par exemple la technologie de l'information, ça peut être les industries éco-efficientes, ça peut être l'économie circulaire, l'adaptation au changement climatique, ça peut être également tout ce qui va être lié le traitement des déchets. Il y a énormément de secteurs qui sont liés à cette transition énergétique. Et je pense que là aussi, il y a une idée reçue importante, c'est que la transition énergétique, c'est uniquement les énergies renouvelables. C'est une brique essentielle, importante, mais aujourd'hui, si on veut que la transition soit réussie, elle a besoin d'épouser l'ensemble des pans de l'économie. Et je pense que c'est de là où on tire toute la richesse et toute la force de la gestion active à générer de la performance sur ces enjeux de transition écologique. Et puis en complément peut-être à ces réponses, il y a là, on parlait du coup de diversification sectorielle, mais aussi une diversification en termes de classes d'actifs, parce que le label ISR s'applique à la fois aux actions cotées, mais aussi aux obligations cotées. Alors, le label ISR ne s'applique pas aux actifs non cotés, mais le label Greenfin, typiquement, peut vous permettre d'investir aussi dans des infrastructures vertes ou du private equity. Bon, je ne sais pas si c'est tout éligible, mais en tout cas, on peut faire plusieurs classes d'actifs totalement responsables. Ça, c'est complètement possible. Merci beaucoup. Alors, peut-être une dernière question avant de te laisser conclure, Maxime. Est-ce que les fonds responsables, ils sont accessibles, adaptés pour tous les types d'investisseurs, y compris pour ceux, par exemple, qui n'auraient pas une appétence au risque? Alors, oui. Je pense que la réponse aussi est oui, parce qu'aujourd'hui, vous avez des supports en investissement responsable, du monétaire,
au fonds le plus volatile et spéculatif possible. Vous avez des supports, comme Laszlo l'a dit, en immobilier, en actions, en private equity, etc. Et donc, effectivement, indépendamment de votre aversion au risque, vous arriverez en général à trouver un support d'investissement. Et c'est là où les conseillers, et notamment Alta Profit, peuvent effectivement vous aider et vous accompagner dans cette démarche. Merci beaucoup, Maxime. Je te laisse conclure. Merci à tous pour ces questions. Comme nous l'avons vu, l'ESG apporte une réelle plus-value à une simple gestion traditionnelle à vos portefeuilles. On vous a présenté 2 fonds qui répondent à ces questions. Peut-on investir vraiment responsable et aller chercher de la performance, que vous trouverez sur la plupart des contrats Alta Profit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter vos conseillers ou à nous écrire. Je remercie Laurent de Dorval Asset Management et Laszlo de Sycomore Asset Management pour m'avoir rejoint à ce webinaire et répondre à toutes ces questions. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci.